Nous sommes le mardi 11 mars 2025 et vous écoutez la première émission spéciale Fujifilm de la 10e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, on va s'intéresser au célèbre et incontournable profil de simulation de films Fujifilm, qui ont clairement joué un rôle primordial dans le succès des boîtiers hybrides de la série X et GFX, et qui sont en quelque sorte l'héritage de plus de 90 années d'expérience et d'excellence dans l'industrie des pellicules argentiques. Nous recevons pour l'occasion Jules Azéli, l'expert technique de Fujifilm France, qui est accompagné du photographe Julien Rocheblave, ambassadeur de la marque. Eh ben c'est parti, Benjamin, première émission spéciale de cette 10e saison du podcast. Comment vas-tu ce matin ? Salut Arthur, bah écoute, ça va très bien, c'est cool. On va parler de films, on va parler de simulation de films, et puis on va parler d'une marque qui nous anime tous en tant que photographes. On a tous eu un Fuji un jour, je pense. Qu'est-ce que ça t'évoque, tiens, quand je te dis Fujifilm, là ? C'est quoi qui te vient en premier en tête ? Alors en premier, la veste à poche d'un confrère qu'il porte Patrick, tout le temps, on Patrick pense à Lévesque, toi. voilà. Veste noire flanquée du logo Fujifilm, ça c'est sûr, instantanément. Non, puis sinon, plusieurs boîtiers. L'Instax Wide 300 que j'ai longtemps utilisé, qui est un peu un appareil jouet, un peu en plastique. Puis aujourd'hui, le X105, qui est le boîtier qui me suit le plus au quotidien. Bon, on a le plaisir de recevoir pour la première fois dans ce studio Julien Rocheblave et Jules Azéli. Alors si vous voulez bien, messieurs, je vais commencer par vous présenter très rapidement. Et je vais commencer par toi, Julien. Donc toi, tu es photographe basé à Paris depuis 2020, donc jeune photographe du coup. Ta spécialité est la photographie urbaine contemporaine. Tu parcours le monde pour capturer l'essence et l'énergie des villes, San Francisco, Londres, New York, Venise, Barcelone et Lyon, ta ville natale, un peu moins exotique évidemment. En 2023, tu deviens ambassadeur Fujifilm, une reconnaissance qui marque un tournant dans ta carrière et qui te permet de poursuivre ton ambitieuse série La Ville en Ville dans des lieux emblématiques comme Copenhague et le Maroc. Est-ce qu'on est bon ? Je l'aurais pas mieux dit que ça. Et pour t'accompagner, Jules, toi, tu as commencé la photographie en 2017 en parallèle de tes études et tu es tombé immédiatement amoureux au point d'abandonner en quelques mois tes études pour t'installer comme photographe à Lyon. Tu as commencé par de la photo de concert sur des festivals de renom comme Jazz à Vienne ou encore les Vieilles Charrues. Fujifilm t'a repéré en 2018. Tu as d'abord été démonstrateur au Salon de la photo, on est tous passés par là. Puis ensuite, ambassadeur de la marque. En 2020, tu intègres même la maison comme expert technique. Aujourd'hui, tu es la personne qui s'occupe de la formation, de l'accompagnement technique des photographes et de l'animation des événements, du lancement technique des nouveaux produits sur les deux gammes, mais également de réaliser une grosse veille sur l'évolution du marché et les talents émergents dans le monde de l'image. Dis donc, ça te fait des grosses journées, tout ça. C'est une seule personne, ça ? Il paraît, ouais. Mais on est bien accompagnés, c'est Respect. essentiel. Toi, Julien, comment est-ce que tu as rencontré Fujifilm ? J'ai l'impression que c'est un peu un heureux hasard. En fait, c'était mon premier boîtier pour mes 20 ans. J'étais déjà intéressé par l'image plus jeune et je commençais à un peu jouer avec ça. Ça m'intéressait, j'étais curieux. J'ai acheté un drone parce que je voulais changer de point de vue. Finalement, je me suis rendu compte que le point de vue que je préférais, c'était celui à terre. Donc, je me suis dit, OK, il faut que j'ai un appareil photo. Et pour mes 20 ans, mon père m'a offert un XT10. Ok. Donc, c'est mon premier appareil photo, c'est un Fujifilm X-T10. Donc t'es vraiment jeune en fait. Sinon, il y a des références de boomer, tu vois, les Instax Wide. C'était en 2017, c'était pour mes 20 ans, j'avais 20 ans en 2017. Waouh. Ouais. Et je me retrouve avec le X-T10 et je suis amoureux du format. J'ai tout de suite été dans une photographie très urbaine et j'avais besoin d'énormément de mobilité. C'était mon premier enjeu, c'était de pouvoir avoir l'appareil toujours avec moi, d'être très discret.
Je commençais à faire des photographies, je faisais du street portrait, donc forcément, il fallait que je sois très mobile. Et le format du XT10, j'en suis tombé amoureux. Et Et en puis fait, en plus, il est beau, hein, il est très on beau. va pas se mentir. Il est magnifique. Je trouve que vraiment, pour moi, c'était une révélation. Euh, j'ai appris à faire de la photo avec Fujifilm X-T10. J'ai essayé d'autres appareils photo et j'ai fait OK, non, je ne peux pas faire autrement sur l'ergonomie, sur la colorimétrie, sur ce que je faisais en post-production. Je comparais des fichiers et je voyais que j'arrivais pas à faire la même chose. Je voyais que ça me correspondait vraiment, vraiment Mmh, moins. mmh. Et je suis plus jamais. En fait, je suis resté fidèle. Jamais aussi fidèle à quelqu'un qu'à Fujifilm, je pense. Mais on va y revenir sur tout ça, mais le rapport à l'objet C'est bon, touche. Jules, il a bien répondu? J'ai rien à ajouter. Hein. Je les forme bien. Hein. Ce rapport à l'objet, il touche un peu tous les aficionados de Fuji. On va y revenir, c'est marrant. Alors, avant de commencer, on va profiter de ta présence en studio, Jules, pour revenir un peu sur les dernières actualités de Fujifilm. Alors, il ne s'est pas passé grand-chose encore sur 2025. Ça va peut-être un peu évoluer dans les mois à venir. Mais 2024, l'année dernière, a été une année particulièrement spéciale pour vous, puisque vous avez célébré vos 90 ans. Et vous avez lancé pas moins de 4 nouveaux boîtiers et 4 nouvelles optiques, et ce, sans compter les nouveautés Instax. Alors, je fais un petit récapitulatif. En février 2024, vous avez lancé le X100 Mark VI, succès intergalactique, interplanétaire. Tu vas nous dire d'ailleurs si vous en avez en stock maintenant en début 2025, si on peut enfin l'acheter. En mai 2024, vous avez lancé le GFX 100 S2 et le T50. Vous avez parallèlement lancé un 500 mm f5.6 grand format et un 16-50 mm f2.8 4.8, l'optique de base de kit qui a été totalement repensée sur les boîtiers de la série X. En octobre 2024, vous avez lancé le XM5 et en parallèle, la seconde génération de l'incontournable 16-55 mm f2.8 constant et un 500 mm f5.6 également conçu pour la PSC. Ça fait quand même une sacrée année. Les 90 ans, l'année dernière, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de Fujifilm? L'histoire de Fujifilm. Ouais. C'est un long sujet, ça. T'as pas répondu sur X106, il est en stock? Ah oui, tiens, pour commencer. On commence vraiment à en trouver beaucoup plus facilement. Ça répond pas à la question. Non, alors ça répond pas à la question. Dans le sens où aujourd'hui, si tu cherches bien, les revendeurs commencent à en avoir en stock, commencent à en avoir en vitrine, pas forcément chez les plus gros, étonnamment. Ouais. C'est-à-dire que nous, on continue de distribuer du X106 tous les mois. Juste, on essaie d'être le plus équitable possible dans la répartition. Et il y a quand même des magasins qui ont fini d'honorer toutes leurs précommandes et qui commencent à en avoir en stock. Et la demande est toujours aussi forte? Oui, il y a toujours de latence. Ah, Il n'y a pas un salon sans qu'on vienne me voir pour me demander quand est-ce que je reçois mon X100 ou alors où est-ce que je peux en trouver un. Encore un Ça, produit c'est une sous tension, comme on dit. Mais ça a été monstrueux. Le jour de ce lancement-là a été très, très particulier. Ouais. Bon, mais on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Raconte-nous un peu l'histoire de Fujifilm. Un peu l'histoire. On commence en 1948 ? Non, je dis n'importe quoi, 1934. 1948, c'est le premier appareil photo sorti par Fujifilm, le Fuji K6. 1934, Fujifilm donc, commence à exister au Japon. Assez rapidement, si je dis pas de bêtises, à la fin des années 40, on commence à développer de la pellicule. Avec l'arrivée du Fuji K6 en 1948. Tout l'âge d'or qu'on connaît sur la pellicule argentique, que ce soit en photographie ou en cinéma, que ce soit en 35 mm, en moyen format, mais également en plan film, ce qu'on utilise encore. Hein. J'ai encore des photographes qui shootent en Provia 100 sur du plan 4.5. Arrive assez rapidement finalement la fin de la période argentique sur la fin des années 90, avec des partenariats un petit peu surprenants, parfois même avec Nikon. Il y a eu des boîtiers Des réflexes ouais, exactement. Avec une monture Nikon et un capteur Fuji, qui était un capteur un petit peu particulier avec une autre technologie, mais on aura l'occasion d'en parler. En réflexe, pour le une coup. autre fois. En réflexe, absolument. Et en 2011, Fujifilm se décide à sortir quelque chose d'assez inédit, c'est-à-dire une nouvelle gamme d'appareils photo numériques hybrides, en créant cette fameuse monture X, la gamme X, avec le tout premier X100, qui va en fait être une révolution sur ce marché-là. Le marché de l'hybride est encore complètement balbutiant. On a uniquement Sony, si je dis pas de bêtises, qui a duré
de l'hybride à objectif interchangeable avec sa gamme alpha. Mmh. Et finalement, Fujifilm se retrouve avec un marché étonnant, c'est-à-dire que le 24-36 réflexe est complètement saturé. Tout le monde en fait et le fait très bien. La gamme hybride commence à se développer, mais on n'a pas de boîtier hybride compact, léger et abordable. L'hybride est très cher au départ, quand il arrive sur les années 2010. Et le lancement du X100 est une première révolution. C'est quand même un sacré parti pris de lancer une gamme avec un compact expert à focale fixe. Avec un look rétro assumé, avec une c'est- visée hybride, tu l'as Exactement. dit, enfin, optique et électronique. Optique et électronique, c'est à la fois un bijou d'ingénierie, c'est un risque industriel, c'est un choix qui a fini par porter ses fruits. Et la deuxième grosse révolution, c'est l'arrivée du X Pro 1 avec ce fameux capteur X-Trans qui va caractériser tout le reste de la série jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Mmh. Vous faites pas que de la photo chez Fujifilm. Alors, il y a encore un peu d'argentique, on en parlera en fin d'émission, mais vous faites aussi de la vidéo. Vous avez lancé l'Eterna. Peut-être que tu pourras nous en dire un petit mot là-dessus. Mais Fujifilm, c'est une énorme société. Il y a du médical. Enfin, Absolument. il y a plein de secteurs d'activité finalement. Et Julien pourrait même vous en parler un petit peu à l'occasion, Je parce me qu'il suis est en train rapproché d'eux, ouais. il est en train d'explorer un petit peu tout ça avec nous. Mais oui, Fujifilm, c'est une grosse partie de médical, que ce soit sur de l'endoscopie, de l'IRM, partout dans le monde. C'est un énorme acteur de ce côté-là. Et en cinéma, ça l'a toujours été également. L'Eterna, on parle de la future caméra, enfin, t'évoquais l'Eterna comme future caméra. C'est surtout, historiquement, une des pellicules les plus utilisées dans l'histoire du cinéma. Ouais. Donc Fujifilm a toujours fait partie du monde de l'image dans sa globalité, même jusqu'à l'impression. Aujourd'hui, on permet à tout un chacun, et particulièrement aux professionnels, d'utiliser toute une chaîne graphique. Les De- mini-labs Les Fuji. Minilab, aujourd'hui même jusqu'à l'APO, c'est-à-dire qu'on a même des imprimantes qui font du tirage d'art. Et on a surtout une des énormes forces de Fujifilm à mes yeux, c'est le savoir-faire optique, avec cette fameuse division Fujinon, qui aujourd'hui propose des optiques telles que les Premista qui sont utilisées sur des énormes tournages de cinéma. On a pu les voir sur des scènes dans Top Gun 2, dans Avatar, le second. C'est des optiques qu'on retrouve de plus en plus régulièrement, parce qu'elles ont parfois le charme des optiques américaines, type Cooke, ou européennes, enfin occidentales, type Cooke ou Lights, avec en même temps la précision et le savoir-faire quasi chirurgical japonais. Mmh. Et dans la petite chronologie express photo, on a juste omis la gamme GFX quand même. Je ne l'ai pas omis, c'est qu'on s'était arrêté un peu tôt, c'est tout. Ouais, c'est ça. Elle est arrivée Le juste un petit peu après détail. avec ce son. Un tout petit détail. Ouais. Donc effectivement, une fois qu'on prend ce parti de développer une gamme APS-C et non pas une gamme plein format, mais une gamme APS-C qui se dédie tout de même aux professionnels, on a quand même une part du marché qu'on ne couvre pas. C'est-à-dire qu'un petit capteur, ça induit quelques limitations techniques parfois, ça ne répond pas forcément à tous les besoins, et Fujifilm se sert encore une fois de son histoire et de son savoir-faire en 2017, alors ça a annoncé fin 2016 si je dis pas de bêtises, mais avec la première sortie de boîtier en 2017, le GFX 50S, avec pour principal objectif, avec vraiment comme philosophie de démocratiser le moyen format, que nous on appellera grand format, parce que le moyen format est un terme un petit peu imprécis et très hérité de l'argentique. Mais ce format GF, cette monture GF, avec ce capteur de 44 par 33, qui en fait va répondre à tous les photographes qui nous demandaient quand est-ce que vous faites du plein format. Et les vidéastes aussi, puisque c'est ce capteur-là qu'on retrouve dans les Exactement. pour le coup. De plus en plus, on va ramener ce grand format vers la vidéo, vers le cinéma même. Et ce grand format de capteur a répondu à toutes les interrogations qui étaient de quand est-ce que vous allez nous proposer un grand capteur? Vous voulez du grand? On va aller jusqu'au bout de la démarche et proposer des moyens formats qui, pour la première fois, sont accessibles, même au grand public. Parce que le GFX 50S1 sort autour de 7 500 €, si je dis pas de bêtises. Et à l'époque, il n'y a que Pentax qui a un moyen format numérique à moins de 10 000 €. Après, on va tout de suite chez Hasselblad ou chez Phase One, sur des boîtiers à plusieurs dizaines de milliers d'euros, destinés à des utilisations et des pratiques très élitistes. Très studio aussi. Très studio, mais on les retrouvait également en paysage sans trop de problèmes. Et après, de manière générale, sur des grandes campagnes, c'est-à-dire qu'on sait toujours qu'il y a certains contrats qu'on ne pouvait avoir qu'en arrivant avec une valise Blad. Mmh. Et Fujifilm a dit, venez, on va proposer autre chose, et on va proposer au grand public de démystifier d'une part, et en fait de démocratiser ce format qui était réservé à 0,1% du monde de la photographie.
Et puis ça vous a permis aussi d'avoir quelque chose, entre guillemets, d'original comparé aux autres acteurs qui ont fait le choix Complètement. du full frame, pour le coup, comme plus grande taille de capteur. Bon, 2024, année de ouf. 2025, on y est aujourd'hui. C'est une bonne année 2025 pour Fujifilm? Ça va être un grand cru encore. Vous faites des X Summit Ouais. très régulièrement. Au dernier qui s'est déroulé, si je ne dis pas de bêtises, à Tokyo en octobre 2024, il y a eu quand même un peu de teasing sur 2 nouveaux produits dont on n'a pas encore vu la couleur. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? C'était à l'ancienne, hein, avec un petit chiffon Ouais, sur le c'était boîtier. très C'était mignon. très chouette. le Ah, c'était très riz chouette. était, C'est artisanal, mais on avait Ouais. très envie de voir ce qu'il y avait dessous. Mais je crois qu'on en avait tous envie. Et pour tout vous dire, je sais même pas, à l'époque, je savais pas lesquels étaient en dessous et je suis même pas sûr aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai un peu de visibilité sur ce qui va sortir cette année. Je ne sais pas exactement quels étaient les 2 produits en dessous. Bon. Mais on va couvrir encore d'autres besoins des photographes, on va répondre à d'autres interrogations et on va sortir quelques produits assez inédits dont on n'a pas tellement l'habitude sur le marché encore. 2025 donc. 2025, Bah, en tout absolument. cas, vous n'avez rien présenté à l'occasion du CP+. Et si on regarde l'agenda des grands rendez-vous de Fujifilm, il y a un X Summit qui pointe le bout de son nez aux alentours de mi-mars, fin mars, quoi. Ouais, c'est même le 20 mars. C'est même le 20 mars, donc peut-être que on en saura plus à ce moment-là. Rendez-vous à Prague. J'aimerais quand même qu'on revienne sur l'une des nouveautés de l'année dernière et qu'on dise quelques mots sur ce XM5 qui était assez surprenant finalement comme boîtier et qui, Benjamin, tu t'en souviens, a été apprécié comme un véritable banger quand on a fait nos guides de fin d'année avec nos experts. On dit que voilà, c'était un boîtier hyper intéressant. C'est un appareil qui est plutôt entrée de gamme, accessible, conçu pour les nouveaux utilisateurs d'hybrides. Il n'a pas de viseur, mais il intègre voilà, toutes les dernières technologies de la marque, notamment les simulations de films dont on va beaucoup parler. On vous propose d'écouter le témoignage de Maxime Le Cloirec, alias Pile et Face, youtubeur, qui l'a testé au cours d'un voyage à New York. Forcément, un terrain de jeu comme New York, tu as énormément de photos à faire et aussi pas mal de vidéos. Très architecture, il se passe beaucoup de choses dans cet endroit-là, donc il y a plein de trucs à voir. Retour à chaud très, très bon sur ce boîtier-là. Moi j'ai eu un X105 et X106, donc j'ai retrouvé un peu mes marques là-dessus. J'ai pas mal testé aussi XT4, XT5. J'ai adoré le form factor, c'est tout petit, c'est très discret, donc les gens se rendent pas trop compte de la qualité d'image que tu peux avoir là-dessus. Voilà, quand j'ai vu que j'allais pas avoir de viseur, ça allait être plus dérangeant et finalement, bah, c'est pas plus mal parce que du coup, tu mets pas ton œil, dans le viseur, donc tu es plus discret et quand tu prends tu vois, des photos à ras le sol ou même quand tu veux filmer des gens ou faire des photos des gens, bah, c'est plus discret parce que du coup ton appareil est plus, au niveau de ta poitrine et du coup, non ça m'a enfin, voilà, j'aurais bien aimé qu'il y en ait un. Maintenant, c'est pas non plus un game changer pour moi le fait qu'il y en ait pas, quoi. Et au-delà de ça, c'est les simulations de films. Moi, honnêtement, j'ai très peu shooté en RAW. J'ai fait énormément de JPEG avec, bah, du coup, les simulations déjà intégrées et la qualité d'image, bah, en fait, j'ai retrouvé ce que je pouvais avoir avec un X106, sauf que là, on n'est pas du tout sur le même prix. Donc je trouve ça très intéressant d'un point de vue marketing de mettre une molette un petit peu là-dessus pour changer, les simulations. En toute honnêteté, moi, je l'ai pas utilisé tant que ça parce qu'en fait, j'ai fait mes pré-réglages. On a, l'autre molette de l'autre côté, on va jusqu'à C4. Donc en fait, globalement, moi, j'avais préparé déjà mes simulations de films dans C1, C2, C3, C4 et donc finalement, ces simulations-là, je les ai pas trop testées parce que je savais déjà ce que je voulais comme look. Maintenant, ce qui a été intéressant, c'est que je l'ai aussi fait tester, à ma copine qui fait beaucoup moins de photos et elle qui connaît moins, bah, du coup, elle a pu en tester plusieurs simulations. Donc en fait, d'un point de vue novice, quand on connaît pas trop les simulations, de chez Fuji, bah, ça nous permet de tester très rapidement et de changer en un claquement on pourrait faire des raccourcis mais c'est beaucoup plus intuitif. Et vu que c'est un boîtier qui se destine quand même, je pense, à des gens qui sont un peu plus novices, on va dire, dans la partie photo, je trouve ça très intelligent de leur part et plutôt très utile pour ceux qui n'ont pas l'habitude, quoi. Bon, je vais me tourner vers toi, Julien, en tant qu'utilisateur chevronné des boîtiers Fujifilm. Alors, bon, j'ai compris que tu n'avais pas encore vraiment testé le XM5, mais que par contre, tu connaissais très bien le XT50, qui a été le premier boîtier Fuji à intégrer cette fameuse molette dont Maxime vante les louanges. Ouais, c'est vrai que moi je pense que je le rejoins sur un point en particulier sur en fait comment cette molette elle vient
démocratiser la photographie à un très très grand public. Je pense même que de manière plus large, en fait, les simulations de films ont porté ce rôle. Et en fait, je l'ai vite remarqué dès que je le fais tourner autour de moi entre deux types de mains. Une première type de main qui est une main de photographe, je veux dire aguerri depuis plusieurs années, qui connaît le produit. Forcément, il va vite se tourner vers un film et préconstruire et travailler autour, versus de l'amateur qui s'amuse et qui a vraiment en fait ce jeu de tester, de tourner, de réessayer d'autres photos. Mais en fait, je pense que cette molette, c'est ce qu'elle permet, je trouve, de plus intéressant finalement. Il y a un truc qu'il a dit aussi, Maxime, qui est très intéressant, c'est le format JPEG. On a l'impression que les boîtiers Fuji mettent presque le RAW comme quelque chose un peu d'à côté, quoi. C'est une roue de secours, on peut s'en servir, mais le JPEG est tellement séduisant. Moi, ça. à titre personnel, le X105 est le seul appareil que je n'utilise qu'en JPEG. Tellement les modes de simulation de film sont réussis, ou les presets que j'ai fait me vont, je sais que je ne vais pas les retravailler derrière. Est-ce que vous, c'est un petit peu pareil, finalement? Alors, pour ma part, ça va vraiment dépendre de la situation dans laquelle je me trouve. C'est-à-dire que quand je suis au quotidien, oui, effectivement, comme toi, j'ai un X100 dont je me sers uniquement en JPEG et qui me permet de. C'est vraiment mon bloc-notes photographique. C'est ma petite boîte à souvenirs en permanence. Je l'ai tout le temps sur moi. Et en revanche, bon, effectivement, quand on se retrouve avec un client en production où on a des attentes de rendu colorimétrique très précis ou même de rendu de post-production, tout simplement, où on peut avoir tendance en direction artistique à rajouter beaucoup plus de grains, beaucoup plus, ou alors aller chercher des couleurs qu'on ne peut pas forcément aller extrapoler sur un JPEG uniquement. Dans ces cas-là, on va se servir du RAW. Mais en fait, finalement, ces simulations de films, elles répondent simplement aussi aux besoins d'instantanéité qu'on connaît sur la chaîne de l'image de manière globale aujourd'hui. C'est-à-dire on n'a pas forcément l'opportunité de pouvoir aller dérush une carte mémoire, de faire un editing sur un logiciel de post-prod et de passer des heures et des heures en post-prod. Il y a un moment, typiquement quand on fait de l'actu, on a besoin d'instantanéité. On se retrouve aujourd'hui confronté aussi à des problématiques d'intelligence artificielle générative, le JPEG sorti direct, envoyé directement sur un serveur dans une agence, ça garde aussi ça permet de garder cette traçabilité et du coup de répondre à d'autres problématiques qui se posent aujourd'hui. Donc le RAW n'est pas accessoire chez Fujifilm et ils sont travaillés, c'est aussi l'intérêt d'avoir une matrice particulière comme celle qu'on a. Mais effectivement, le JPEG est tellement charmant qu'aujourd'hui, j'ai de plus en plus de photographes professionnels, d'ambassadeurs qui ne travaillent plus qu'en JPEG. Bon. On va rentrer un peu plus en détail dans l'univers de ces fameuses simulations de films Fujifilm. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette idée, ce n'est pas quelque chose de récent. Et il faut remonter à 2004, près de plus de 20 ans en arrière, pour commencer à en apercevoir les prémices. À l'époque, le compact numérique FinePix F810, pour être très précis, Alors intégrait... Julien écarquille grand les yeux. Là, tu vois, de mon point de vue, t'as des terrains fossiles, quoi. Ouais, mais c'est ça. Genre mettre une petite musique de dinosaure, tu sais, Julien, tu n'étais un pas né. documentaire. Tu n'étais pas né. Non, mais on avait 6 ans. Bon, le F810, il intégrait pour la première fois un rendu type Provia, en référence donc à la célèbre pellicule professionnelle positive couleur Fujifilm, qui était à l'époque équilibrée en lumière du jour, daylight, avec une sensibilité de 100 ISO. L'idée était alors de proposer un appareil avec un rendu pas trop numérique. C'était le début des compacts numériques, il y avait une espèce de signature de la photographie numérique qui pouvait être un peu déplaisante. La même année, le Reflex S3 Pro embarquait aussi cette technologie. On vous propose d'écouter Franck Portelance, ex-responsable des relations extérieures de Fujifilm France, qui a passé plus de 37 ans dans cette belle maison, qui a donc connu cette époque, nous parler de la philosophie de Fujifilm qui était en place à l'époque. Donc l'image argentique avait quand même à peu près 2 siècles d'avance par rapport au numérique. Et au moment où le numérique est arrivé, on a vu apparaître évidemment de nouvelles images, mais aussi pas mal de déceptions où les images, les hautes lumières étaient totalement cramées et les ombres profondes assez creuses. Il a fallu adoucir cette courbe. De la même manière, le rendu des couleurs n'était pas satisfaisant. L'idée de Fujifilm, c'était de se dire on va livrer à nos utilisateurs des images d'ampleur exploitables.
Et d'ailleurs, pendant de nombreuses années, et je pense que c'est toujours le cas, il a été reconnu que les JPEG sortis de boîtier Fujifilm étaient les meilleurs du marché. Bon, c'est pas pour rien, c'est parce que derrière, il y avait une transposition à l'aide des équipes de recherche qui travaillaient sur le film, des techniques élaborées pour le film vers le numérique. Voilà un peu ce qui a préludé à cette idée d'embarquer les profils sensitométriques, c'était de conserver un ressenti visuel des couleurs et des valeurs proches de celles de l'observateur standard pour une restitution acceptable des valeurs de gris, des gris profonds jusqu'aux lumières et des couleurs. Et voilà, Fuji avait quelques décennies d'avance pour proposer ça, puisqu'ils étaient fabricants de films, et chacun de ces films a proposé un rendu spécifique lié à un usage donné de la photographie. Donc l'Astia plutôt pour le portrait, Velvia plutôt pour des images un peu vigoureuses, un peu saturées, et souvent utilisées pour le paysage. Et puis le Provia, finalement, pour une image assez standard, avec un gamut assez large, très proche de ce que l'œil peut percevoir. Jules, on parle toujours des simulations de films Fujifilm, mais la véritable idée, c'est quoi? C'est d'essayer de simuler au plus proche le rendu des pellicules argentiques, ou finalement de proposer des sortes de profils d'images singuliers qui s'en inspirent? Je pense que Franck, dans son intervention, a déjà apporté une grande partie de la réponse. C'est-à-dire que le but premier était de proposer une colorimétrie convenable, et je pense aussi sur cette transition vers le numérique qui permettait en fait aux utilisateurs de se raccrocher à quelque chose dont ils avaient l'habitude en termes de rendu colorimétrique. Et aujourd'hui, de plus en plus, la volonté est de pouvoir partir d'un rendu qu'on aime, et en même temps, je pense que personne pourra dire j'ai shooté qu'avec cette pellicule parce qu'elle était parfaite. Il y a toujours quelque chose qui nous, dans notre œil, dans notre perception, dans notre sensibilité, qu'on aurait aimé modifier. Un petit peu plus de saturation, une petite dérive de teinte, un petit peu plus de détails, un petit peu plus de grain. Et ça, en fait, c'est ce que permet aujourd'hui les simulations de films dans l'intégration qu'on en fait dans nos boîtiers aujourd'hui. C'est de partir d'une base qu'on connaît, qui, qui est saine du point de vue de l'imaginaire collectif et de l'industrie photographique, et ensuite de pouvoir la faire dériver tout doucement vers ce qui nous correspond exactement. Comment tu vois les choses, toi, Julien, à ce niveau-là? Tu as de l'expérience en argentique? Toi, tu essayes de t'approcher de ce rendu argentique, ou En c'est autre chose? Ouais, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis d'abord parti sur du numérique, et en fait, de mes fichiers numériques, j'ai talonné énormément mes RAW, et j'avais envie d'avoir cette recherche-là parce que, forcément, mes premières images étaient des images numériques, donc j'avais pas l'expérience argentique de me dire: «Bon, bah, j'ai connu avant une colorimétrie, avec telle pellicule, j'arrive à créer cette ambiance et j'ai envie de recréer ça et de le réexprimer». Donc en fait, j'ai tout de suite été, au début, confronté à la réalité dure du RAW, qui raconte moins de choses que ce que l'on a envie forcément d'exprimer, Mmh. de ce qu'on pourrait faire en argentique. Et donc, j'ai essayé de recréer ça jusqu'à ce que je me mette à shooter avec de l'argentique et que je compare mes fichiers. Là, j'ai shooté avec de la Superia Venus 800 Fujifilm, et je me disais: «OK, cool, je vois que dans mes hautes lumières, il y a des tas de magenta qui sont sympas, je vois que j'ai mes ombres qui sont teintées, OK, bon, beh, je prends le process, je recommence sur le RAW, et cetera». Et en fait, j'ai fait ça longtemps jusqu'à ce que les simulations de films se démocratisent et que ça remplace un petit peu ce travail d'aller-retour, où moi je l'ai pensé dans l'autre sens finalement. Et encore, toi, t'es pas arrivé au moment où les résultats étaient un peu extrêmes, ce que décrit Franck, c'est-à-dire que les premières images numériques étaient tellement un peu fake, un peu totalement cramées dans les hautes lumières, qu'il y avait cette recherche de rééquilibrage et de revenir vers du naturel. Mais c'est là que tout le génie, entre guillemets, des simulations de films Fuji c'est que tout de suite, ils ont réussi à rechercher leur propre histoire et ils n'ont pas Ouais. essayé de tout de suite rééquilibrer. Heu, Toi, Julien, dans ton approche et dans l'importance que tu donnes dans ton travail au rendu couleur, de tes images, finalement, les simulations de films, elles te permettent de
de t'approprier, entre guillemets, une espèce de patte esthétique qui t'est propre. Peut-être que, je sais pas, tu vas nous expliquer, mais tu travailles avec un, deux, peut-être trois, mais guère plus de simulations de films où finalement, ce qui te plaît, c'est de pouvoir jongler entre toutes les options qui sont offertes et finalement, comme à l'époque de l'argentique, se dire, bon, ok, en fonction du tel type de projet, tel type d'image, tel type de lumière, tel type de conditions, je vais privilégier un film daylight, un film tungstène, tel type de sensibilité ISO, tel type de grain, etc., etc. En fait, aujourd'hui, quand je photographie, je sais très vite quel rendu je veux avoir. Je l'imagine tout de suite, finalement, euh, quel rendu je veux sur quelle lumière et quelle, je vais dire, quelle teinte sur quelles ombres. Ma manière de travailler, c'est hyper simple. C'est que j'ai 2 simulations de films que j'utilise tout le temps. Et en fait, pour moi, ce JPEG, c'est presque une première couche juste avant mon rendu final. C'est-à-dire que j'imagine mon image finale. Et en fait, en conditions réelles, parce que je travaille quasiment que en lumière naturelle, je travaille très peu en studio, ça me permet de tout de suite voir si je vais dans la bonne direction et si, en fait, si mon rendu va me convenir. Donc, pour ça, chez Classic Chrome, parce que en fait, dans ma recherche de contraste et dans ce côté cinématique, même si on pourrait penser que, bah, comme tu disais Jules tout à l'heure, l'Eterna fait ça, mais je le retrouve davantage sur le Classic Chrome pour ce que je veux faire dans ce ciné esthétique. Ou alors pour avoir tout de suite une image très teintée, parce que je travaille énormément en post-production, le Classic Neg qui en fait apporte des teintes vertes. Il va un peu plus loin, non, dans la désaturation aussi. Ouais, Ouais. ouais. En fait, je trouve que de tous ceux qui sont proposés, c'est celui qui procure juste le plus d'émotions. Vraiment, et comme c'est là où je vais avec mes images, et c'est ce que je recherche, finalement, dans les teintes qu'il apporte, dans la désaturation, je trouve qu'on a un bon croisement entre l'image ciné un peu que je recherche et en même temps une image qui procure de l'émotion. Donc aujourd'hui, je vais travailler dans ce sens où je vois mon JPEG dans un premier temps, et soit je repars de la base du JPEG pour approfondir et terminer, soit je recommence à zéro à partir du RAW. Et là, il y a des techniques de post-traitement avec les simulations de films, on peut récupérer des choses intéressantes. Tu fais direct dans le boîtier, du coup, ou tu repasses par un logiciel? Je repasse par un logiciel. Et en fait, sur mon logiciel, j'ai les profils colorimétriques des simulations de films. Donc, il y a aussi ce petit jeu où parfois je m'y amuse, mais c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de choisir Classic Chrome et Classic Neg. C'est que je peux prendre mon RAW, réappliquer les simulations de films, mais finalement, c'est toujours Classic Chrome et Classic Neg qui sont le plus proches de mon rendu final. Et toi, Jules, là, si tu enlèves ta casquette d'expert Fujifilm et que tu mets ta casquette photographe, tu es plutôt de la team comme Julien à travailler avec un ou deux, toujours les mêmes types de simulations où tu pioches en fonction des situations dans le catalogue qui est assez colossal finalement Alors, de je suis même encore différents plus types de extrême que rendus, Julien. quoi. Toi, c'est un seul. Alors, ouais, j'en ai un en couleur et un en noir et blanc. Ok. Après, je me sers pas d'un. Le profil, je le modifie quand même pas mal. C'est-à-dire que je vais appliquer pas mal de micro-réglages de dérive de teinte, de grains, effets de de netteté, grain. exactement. Donc, mais ça va être également classique chrome. Mais je pense que ce que tu disais par rapport à l'Eterna juste avant, c'est finalement assez générationnel. Je pense que l'image Eterna, le rendu Eterna pellicule a parlé à énormément de gens, peut-être de votre génération, les gars, mais dans le sens où c'est une image qu'on avait l'habitude de voir en cinéma. Nous, on a grandi avec effectivement les films des années 90 et 2000. Attends, il vient de nous traiter de vieux, là, Benjamin? Il a pas dit ça. Je l'ai pas pris comme ça. De votre génération, les gars, tu l'as bien pris, toi? Oh bah, je m'y fais. Excuse-moi, je te laisse reprendre. Et nous, c'est vrai qu'on a grandi avec des films peut-être qui étaient plus contrastés, avec des teintes, des teintes saturées sur d'autres bandes chromatiques. Donc c'est vrai que nous, on est attachés à ce rendu classique chrome. Ce rendu classique chrome qui fait très clairement hommage à aussi une pellicule qui a existé chez un autre constructeur. Ouais, et nous, ayant grandi aussi avec les images d'écran reporter shootées à la Kodachrome, voilà, c'est quelque chose qui nous a assez vite parlé dans notre construction photographique.
Et moi, oui, je vais chercher un classique chrome que je vais réchauffer un petit peu, que je vais contraster encore un petit peu parce que j'adore ça. Et en noir et blanc, c'est un Acros, souvent avec un filtre rouge et pareil que je booste un peu en contraste, parce que c'est ma façon de travailler. Et le mode Acros abolit toute question liée à l'âge. Et ça, c'est merveilleux. Le noir et blanc. Merci, C'est ça. Mais c'est un très très beau mode noir et blanc, Ouais. Acros. Alors, une question qu'on pourrait légitimement se poser, je pense finalement, ce serait est-ce que c'est la nostalgie de l'argentique qui fait le succès des boîtiers Fujifilm ou est-ce que c'est les boîtiers Fujifilm eux-mêmes qui renforcent cette nostalgie? Ça, c'est une question de dingue. On a posé cette question justement à Stéphanie Bruno, qui est directrice des opérations chez Panajou X Photociné du Cirque. On écoute sa réponse. Aujourd'hui, nos clients n'achètent pas un appareil photo parce qu'il est joli, mais ils sont assez incapables de l'acheter s'ils ne le trouvent pas à leur goût. Pour le coup, le système Fuji fonctionne très très bien sur ces clients qui sont attachés au visuel, mais qui malgré tout ne veulent faire absolument aucun compromis sur la qualité. On est dans un retour à des produits un peu rétro, un peu vintage, en photo, mais pas que, qui fonctionnent très très bien. Et en effet, les gammes qui sont déclinées en noir, en silver en général chez Fuji, toute l'expertise qu'ils ont pu amener en interne avec les simulations de films et le retour à des visuels et à des habitudes d'image qu'on avait en utilisant de la Provia, en utilisant de l'Astia, en utilisant des films qui sont emblématiques chez Fuji et qui l'étaient en argentique, ont clairement remis le goût de ces visuels, parfois un petit peu nostalgiques, dans la tête de nos clients. Par rapport aux autres marques, dès les tout débuts, de l'avènement des simulations de films et de ces rendus un peu particuliers, Fuji avait vraiment un avantage, absolument décisif sur la concurrence. C'est que leurs films étaient connus du monde entier, de tous les amateurs de photographie. On avait, dans la tête, pour tous ces amateurs, des films Fuji, des films Kodak, des films Milford, mais pas de films Canon, pas de films Nikon, pas de films Sony. Je pense que c'est réellement ce qui a fait la différence, pour Fuji. La marque ayant toujours fabriqué, des appareils photo et des pellicules, il est devenu assez logique dans la tête du consommateur d'associer, Fuji aux simulations de films. Alors certains de nos clients, ont en effet cette appétence particulière, soit au look vintage, de l'appareil, soit à ces simulations de films pour une raison qui est très simple. C'est qu'en général, ces photographes, qu'ils soient professionnels ou amateurs d'ailleurs, ont plutôt, l'envie de se concentrer pardon, sur leur image, plus que de la travailler, en suivant. L'idée étant qu'avec le choix d'une simulation de film, en amont de la photographie, on vient déjà presque créer une ambiance alors qu'on n'a pas encore shooté. On vient déjà décider du rendu, parfois plus saturé, parfois plus nostalgique, d'une scène qu'on va vouloir rendre en image. Une réaction un peu à l'analyse de Stéphanie? Ouais, bah, en fait, moi, j'ai l'impression que Stéphanie, ici, elle vient répondre pour, en fait, une communauté de photographes où, en fait, c'est cette corrélation, qu'a Fujifilm parce que, il y a cette légitimité de dire: «On faisait des films, et donc on a l'expertise. Aujourd'hui, on fait des simulations de films». Forcément, ça fait écho chez les photographes et les amateurs d'images, mais à mon sens, ça fait pas écho auprès du très grand public. Pour autant, j'ai vraiment le sentiment que tout ce qui est simulation de film, ça s'est démocratisé avec le X105 post-Covid, parce que je pense qu'il y avait en plus de ce qu'on disait tout à l'heure sur un besoin et de retour à la nostalgie, et on le voit aujourd'hui dans notre société, heu en fait, ce retour de nostalgie, en fait, c'est pour moi surtout un retour d'authenticité. C'est-à-dire que les gens, ils sont à la recherche de, quelque chose qui est pas parfait, quelque chose qui leur ressemble. C'est peut-être pour ça aussi que en fait, shooter avec son téléphone, bah, pas forcément une photo qu'on a envie d'imprimer et de garder, bah, parce que c'est peut-être trop lisse finalement. Mais à mon sens, toutes les simulations de films, est-ce qu'ils viennent représenter sur, l'authenticité de raconter quelque chose. Et ça, je le vois surtout post-Covid, année 2020-2021, où on a sur les réseaux sociaux le phénomène du X105 qui a fait, je pense, enfin, les réseaux sociaux sont peut-être responsables de
centaines d'heures de Ouais, travail au Japon. ouais. Moi, je nuancerais un tout petit peu ça parce que même avant le Covid et le X105, je veux dire, Fujifilm avait déjà peut-être auprès d'une communauté un peu plus avertie, une très grosse réputation, en partie à cause de ces simulations de films qui étaient peut-être un petit peu moins visibles du fait que voilà, les réseaux sociaux étaient peut-être un peu moins utilisés ou utilisés différemment par les photographes. Je pense que tout ça se tient et se mélange un peu. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Julien. Moi, il y a quelque chose qui tient plus de la magie du procédé et que je rapprocherais du retour de l'engouement pour l'argentique et pour le développement aussi. Cette espèce de magie de l'imparfait, en fait. Et j'ai l'impression que ça se mêle un petit peu à ce que tu dis. Donc, finalement, il y a deux routes parallèles, mais dans lesquelles, à la fin, les simulations de films se rejoignent. C'est-à-dire, les anciens vont avoir les références qui les rassurent et les jeunes vont être séduits par cette magie instantanée qu'ils vont pouvoir comme ça obtenir et qui est flagrante sur le XM5 avec une molette dédiée. Donc finalement, tu as raison de souligner cela, puisque tu viens compléter un petit peu le propos de Stéphanie, mais je crois qu'on en revient à cette fascination pour la magie du procédé qu'est la photographie à la base. Jules, en fait, ces simulations de films, elles rentrent dans une espèce d'expérience photographique globale qu'on peut avoir avec un appareil Fujifilm. Et cette expérience, elle commence par l'objet en lui-même. Absolument. En fait, finalement, on l'a sur un paquet de domaines, ça tient pas qu'à la photographie, c'est-à-dire qu'on a de manière générale une tendance au retour à l'objet. C'est-à-dire qu'on a eu des années 90 jusqu'à 2015, une tendance à tout dématérialiser. Et on a ce retour, mais on l'a sur le vinyle, on l'a sur le CD, on voit La même cassette, là. la cassette là, qui est en train de revenir, ce qui est assez fou. Et l'appareil photo en fait partie. Cet objet photographique en fait partie. Effectivement, c'est extrêmement confortable de pouvoir shooter des images d'une qualité exceptionnelle avec un téléphone. Mais on n'a pas cette appétence, et même vraiment en tant que photographe, du point de vue de l'implication, on n'est pas impliqué de la même façon quand on va juste swiper sur son téléphone et appuyer sur un écran, que quand on va prendre le temps de sortir, sortir le boîtier de son sac, de mettre l'œil dans un viseur, de penser son cadre, de jouer parfois avec ses molettes, comme c'est très facilement proposé chez Fujifilm, d'avoir ce côté très, très analogique, voire même très, très organique en fait. Et vous poussez même le truc hyper loin parce que sur les séries X Pro, il y a un écran, Ouais. un deuxième écran à l'arrière Exactement. qui simule en fait le bout de carton Sur le X Pro 3 uniquement, le ouais. X Pro Uniquement sur 3, le X Pro 3. qui simule le bout de carton des Bien boîtes sûr. de péloche qu'on rentrait pour savoir avec quoi on travaillait, quoi. Mais la philosophie du X Pro 3 était celle-là, c'est-à-dire effectivement, vous avez caché derrière, vous avez une dalle numérique LCD comme on a sur tous les appareils photo, mais qui est finalement 98% du temps caché. Et cet écran-là, il est uniquement secondaire en cas de besoin. Mais l'essentiel de la photographie à travers ce boîtier-là se fait dans le viseur et uniquement dans le viseur. Alors, on a fait justement une émission sur les viseurs la semaine dernière et on peut peut-être parler un peu de ce viseur hybride hein, qu'on retrouve sur les séries X100 Ouais. et sur les séries X Pro et notamment de leur utilisation. Parce que un des intérêts du numérique, que ce soit de l'hybride ou du compact, on va appeler ça expert, c'est que finalement, ces simulations de films, on peut les avoir en temps réel au moment du cadrage. Or, ces deux appareils précisément proposent ce viseur un peu hybride, Ouais. mi-optique, mi-numérique. Comment ils sont utilisés ces viseurs par les possesseurs de ce genre de boîtier? Et on verra si Benjamin rentre dans les statistiques de ces usages-là ou pas. Ah bah, je peux t'en parler même de façon personnelle parce que c'est une des deux choses qui m'a fait venir chez Fujifilm. Mon premier boîtier, ça a été un X Pro 1. Donc à une époque où les viseurs numériques sont pas encore très qualitatifs. Ça, c'est une première chose. Donc quand tu shootes en concert avec des scènes qui ont énormément de contraste, souvent très sombres avec beaucoup de mouvements, c'est pas forcément le plus confortable. La deuxième chose, c'est des boîtiers qui ont quand même une philosophie assez orientée reportage, documentaire. Et l'aisance en fait d'un viseur type télémétrique optique, de pouvoir avoir le cadre dessiné à l'intérieur du viseur et de voir un tout petit peu plus large pour voir ton sujet rentrer dans sa scène, préparer ton cadre et déclencher exactement au bon moment. Ce que Cartier-Bresson a appelé l'instant décisif, c'est un confort d'utilisation, c'est une aisance. Et encore une fois,
je prône l'hybride complètement aujourd'hui parce que je fais partie de ceux qui ont grandi avec ça. J'ai jamais été possesseur de réflexes. Mais il y a quand même un charme à regarder à travers un viseur optique qui est certain, même si aujourd'hui, on y pallie très bien avec un viseur numérique qui est tellement défini, tellement lumineux et tellement large que finalement, il y a de moins en moins de différence. Mais ce charme aussi de rester connecté à la scène qu'on a envie de photographier, il reste important et on reste dans cette démarche de retour à l'objet et de rester le plus ancré possible dans le réel avant de le dématérialiser. Est-ce qu'il le reste vraiment tout aussi important? Parce que j'ai l'impression que les viseurs électroniques ont tellement progressé que du coup, ce viseur optique a tendance à se marginaliser, même s'il est devenu encore plus hybride, hein, désormais, avec la petite lucarne LCD que tu peux appeler en dessous Exactement. pour peaufiner ta mise au point. Donc faire apparaître une petite dalle électronique dans un viseur optique, enfin, c'est assez génial Ouais. d'ailleurs, et ça fonctionne très très bien. Mais enfin, je dis ça parce que j'ai l'impression, même en posant la question autour de moi, que de plus en plus de photographes qui ont même ce type d'outils vont quand même privilégier désormais la visée électronique. Est-ce que c'est par fainéantise? Est-ce que c'est autre chose? Fainéantise, je suis pas sûr, par, confort certainement. Cependant, si le viseur optique était complètement mort aujourd'hui, je pense qu'il se vendrait plus un seul boîtier, de la série M, de chez Leica. C'est il y a Non, je pense que c'est vraiment, assez circonstanciel, en fait, en fonction de ta pratique photographique, de ton envie. Heu et aujourd'hui, il y a des appareils qui ont des rendus tellement caractéristiques, tellement forts que mais on peut l'extrapoler à d'autres choses, mais c'est toujours intéressant de pouvoir alterner entre les 2. C'est-à-dire d'avoir ta scène brute comme dans le réel et finalement un pré-rendu de En tout cas, l'image ça que peut tu vas avoir. déboussoler quand on n'a pas l'habitude, hein. Je sais pas si toi, Julien, tu l'utilises parfois le viseur optique, mais les problèmes de parallaxe, bon, qui sont de plus en mieux corrigés quand même. Le fait de ne pas voir ce que tu vas obtenir en termes de rendu, forcément, toi qui as grandi avec un XT10, comment tu l'apprivoises ce type de viseur? Moi, je l'apprivoise pas. Voilà. C'est-à-dire que bah, j'ai grandi trop loin de ça. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, comme je suis dans l'instantanéité de mon rendu, en fait, ça, c'est quelque chose qui me correspond pas énormément. Ça peut fonctionner sur quelques scènes de street où j'ai besoin de me sentir un peu plus proche peut-être de mes sujets, et donc je vais y avoir recours. Mais c'est vraiment juste l'histoire d'un instant. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais vraiment très rarement, et c'est pas quelque chose qui me manquerait. Je pense que c'est générationnel. Oui, puis il y a une limitation quand même, hein, de la visée optique. On va croire que je suis contre la visée optique, mais quand on utilise une optique un petit peu protubérante, elle a tendance quand même Ouais. à En envahir plus, le champ, donc, et du coup à diminuer le confort de visée Après, assez largement. Ou avec est-ce un qu'un X Pro pare-soleil. 3 a vocation à être utilisé avec un 200 f2? C'est Absolument pas. possible, mais Non, mais tu prends un 16 mm avec un pare-soleil carré assez Bien sûr, ouais. important. Je te mets au défi de viser de manière précise. Compliqué. Ne me lance pas des défis comme ça. Tu vas regretter. On refait le match de la semaine dernière là. On va maintenant entrer un petit peu plus en détail dans ces fameuses simulations de films et ce qu'elles permettent de réaliser. Et on va le voir aussi bien en photo qu'en vidéo d'ailleurs. Mais avant cela, on vous propose d'écouter le témoignage exclusif de Makoto Oishi, Senior Manager of Product Planning Group chez Fujifilm. Il nous parle de la manière dont sont conçues ces simulations de films directement au Japon. On l'écoute. But as you know, so actually this year is the 20th years anniversary for film simulation. Cette année, c'est les 20 ans des simulations de films Fujifilm. So everybody can imagine like so re-express like old analog film is Donc tout le many monde peut testing and imaginer many que l'expression d'anciens measurement films and analogiques many passe par calculation. beaucoup de tests, beaucoup de mesures et beaucoup de calculs. But even we can copy from analog film to digital. It is not good enough. So we create maybe new Mais même film si on peut simulation copier un rendu for analogique digital en numérique, based cela on ne our suffit pas. analog Donc, film. nous avons créé de nouveaux simulations de films. And the external sensor is actually developed for higher resolution and without optical low pass filter Notre to capteur optimize more X-Trans est sharpness développé and pour the les hautes resolutions. résolutions, sans filtre passe-bas optique, afin d'optimiser la netteté et la résolution. Actually, it not directly communicate about color reproduction and like a resolution itself, but
the resolution is very important for expression of the film because the grain La of résolution the est très film is very importante pour important. l'expression des simulations de films, car le grain du film est très important. So now we can control the external resolution and the pixels and sharpness and the tones. So Maintenant, that's on always peut contrôler la communicated like résolution du X-Trans, our la netteté, film les tons. simulation color. Cela communique toujours avec les couleurs de nos simulations de films. So we want to share the technology. So and even for the future, and no one knows about the film technology, but Nous voulons if partager everyone cette knows about our technologie film et même dans le simulation in futur, digital, pour les that personnes is qui ne connaissent pas les films really argentiques, ils connaîtront good les for us. simulations de films. C'est une bonne chose pour nous. Jules, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment s'organise la grande famille des simulations de films chez Fujifilm? Il y a plus de 20 Ouais. presets différents. Comment tout ça s'articule? Comment ça s'articule? Je suis pas sûr qu'on puisse définir une articulation très particulière et très prédéfinie là-dedans. C'est-à-dire qu'on a des rendus qui ont été plus ou moins usités au moment, pendant toute la période argentique, qui n'est pas tout à fait terminée d'ailleurs. Donc je pense que assez naturellement, on s'est concentré tout d'abord sur nos films historiques, que sont la Provia, la Stia, la Velvia et assez rapidement la Cross. On a ensuite étendu en faisant hommage, parce que pour moi, on n'a rien volé, c'est vraiment c'est un hommage dans toute la philosophie de cette série X et des simulations de films de manière générale, aux autres constructeurs qui ont fait des films qu'on peut considérer comme intemporels aujourd'hui et assez universels. Ensuite, il y a quand même eu un grand axe, je dirais entre 2016 et 2020, d'accès à la personnalisation de ces films, pour permettre à tout un chacun de sortir un petit peu de ces carcans, on peut personnaliser une image sans forcément être uniquement raccordé à la pellicule. C'est ce que je racontais tout à l'heure, permettre à chacun d'affiner un petit peu ses petits réglages pour avoir une image qui lui correspond. Ça a aussi fait partie des volontés de Fujifilm de faciliter cette personnalisation de rendu. Et aujourd'hui, on va aller chercher des procédés qu'on n'avait pas trop utilisés. Par exemple, enfin, on a vu beaucoup de diapos négatifs. On va retourner peut-être, compléter un petit peu en fait tout simplement cette gamme de simulations, parce qu'on peut quasiment parler de ça aujourd'hui. Une esthétique ciné un peu, t'en parlais tout à l'heure avec l'Eterna Ouais, peut-être. alors essayer d'aller l'esthétique chercher ciné, un mais peu, c'est un peu ça, quoi. qui suit aussi la volonté de Fujifilm de retourner vers la vidéo. C'est vrai que la Gamme X, entre 2011 et 2017, elle n'était pas réputée du tout pour... Pas et du tout, non. c'était un parti pris, et que je trouve intéressant aussi de dire, pour l'instant, notre savoir-faire, on a envie de le mettre sur la photographie, on va vraiment orienter nos boîtiers là-dessus. Et ensuite, une fois qu'on a montré à tout le monde qu'on savait le faire, que même nous, on s'est rassuré sur notre capacité Avec le à XH1 à l'époque. Le XH1 qui a été le premier boîtier vendu comme vidéo, c'était le premier boîtier qui intégrait la stabilisation chez Fujifilm. C'est ensuite, finalement, dans le marché, ça s'est beaucoup démocratisé avec le XT4, qui était un boîtier qui proposait une 4K 60 à un coût relativement raisonnable par rapport à la concurrence. Et aujourd'hui, évidemment, avec des boîtiers comme le XS20, le XM5, le XH2S, le GFX 102 et prochainement l'Eterna. Finalement, c'est assez graduel, et je dirais que ça suit complètement l'évolution de la gamme X, mais en développant une gamme. Comme on va avoir une gamme optique corrélée à une gamme de capteurs, à une gamme de boîtiers, aujourd'hui, on a une gamme de simulation de films qui permet de diversifier les rendus. Mais ils font quand même tous référence à quelque chose, et si on n'a pas cette expérience, cette connaissance, on peut quand même un peu se sentir perdu dans toutes ces options possibles. Je prends l'exemple de l'Acros. Par exemple, il y a 3 déclinaisons. Alors, je ne sais pas si vous l'appelez YE ou YE. Donc, l'Acros YE, l'Acros R et l'Acros G. Bon, c'est quoi la différence entre ces 3 trucs-là, quoi? YE pour yellow, G pour green et R pour red. C'est des filtres en fait, quoi. C'est des fils de couleur. C'est à l'ancienne, qu'en argentique, Exactement. on prenait Quand nos t'as petits le filtres filtre noir et colorés. blanc, Puis s'il y avait beaucoup de. si enfin, t'as un trop de nuage bleu, avec tu vas beaucoup mettre de- un filtre rouge pour atténuer, en fait, Ouais, pour absorber ces longueurs d'onde, et du coup pour contraster un petit peu ton ciel, pour le renforcer un petit peu. Alors, je
Je pense que ce serait extrapolé de ma part de dire que c'était une intention marketing d'attiser la curiosité de nos utilisateurs qui n'avaient pas ces connaissances-là. Ce serait peut-être un peu prétentieux. Mais en tout cas, oui, c'est encore une fois une forme d'hommage à cette culture de l'argentique que tout le monde n'a pas, ce qui est normal. Cependant, n'importe qui de curieux peut y avoir accès. N'importe qui a déjà des notions en optique et en physique peut se douter en fait que ça peut venir de là spécifiquement sur ces filtres rouge, vert et jaune. Puis en manipulant le XM5, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de pédagogie, puisque au moment de tourner la molette dédiée aux simulations de film, en appuyant sur la touche Q, on appelle un menu qui va donner un descriptif assez Ouais. précis de chaque mode de simulation de film. Donc il va parler du rendu, et ça remet un petit contexte historique, donc c'est pas mal. Pour les gens qui en ont jamais entendu parler, la jeune génération, à laquelle on ne fait pas partie, si on a bien écouté l'émission depuis le début, avec Arthur. Moi, j'ai pris un coup, la saison 10, là, c'est bon, terminé. En tout cas, j'ai trouvé que l'effort pédagogique était pas mal. Comment ça se passe concrètement sur le boîtier, ces simulations de films? Bon, ça fonctionne en JPEG, évidemment. Est-ce que ça fonctionne en RAW? Et si oui, comment ça s'utilise? Alors, effectivement, une simulation de film ne s'applique que sur un JPEG, de toute façon. Un RAW, c'est vraiment c'est une matrice, donc chaque pixel, c'est une case qui stocke des informations dans un tableau, qui est ensuite interprété par un logiciel. Donc, dans ton RAW, tu as ce qu'on appelle une prévisualisation, un aperçu de ton rendu final qui sera le JPEG. Donc là, tu vas pouvoir intégrer les métadonnées de la simulation de film utilisée dans ton RAW. Aujourd'hui, la grande majorité des logiciels de post-production utilisés en photographie intègrent un module qui va vous permettre de rappeler en fait sur votre RAW, de réappliquer sur votre RAW votre simulation de film, ce qui va vous permettre de vous en servir comme base de travail si vous voulez passer sur une chaîne de post-production tout en gardant cette base de rendu. C'est-à-dire qu'on récupère les simulations de films Fujifilm dans Lightroom, par exemple? Exactement. Ouais, c'est ce que je T'as un petit expliquais tout à module de l'heure. développement, que ce soit Toi, Lightroom, tes Capture presets sont dans One. Lightroom. C'est ça? Ouais, Ouais, exactement. exactement. Ouais. Moi, ces simulations de film-là, elles sont dans Lightroom. Et c'est ce que je disais. En fait, dans le process, je peux aller sur une photo et appliquer toutes mes simulations de film. Malgré tout, j'y reviens toujours aux deux que j'évoquais. Mais dans mon process, en fait, c'est comme ça que j'expliquais que ça fonctionne en couche. Je commence, je suis sur le terrain, j'ai mon image en JPEG. Je me dis, OK, mon Classic Chrome il fonctionne vraiment très bien. Je repasse sur le logiciel, j'ai mon RAW, je remets mon Classic Chrome que je réintègre et je rebosse par-dessus. Et dans son témoignage, Makoto Oishi-san parlait du capteur X-Trans et Ouais. des possibilités offertes par le capteur X-Trans dans le détail en fait qu'on pouvait obtenir. Est-ce que ça veut dire que les simulations de films qu'on va avoir avec des capteurs X-Trans dans la série X seront d'autre nature que les modes de simulation de films qu'on a sur les GFX qui ne sont pas des capteurs X-Trans? Disons que le capteur X-Trans va te permettre, de par l'agencement de ces pixels de couleur, d'atteindre certains rendus. Et en fait, il faut vraiment l'imaginer comme on va porter un jeu vidéo d'une plateforme à une autre. C'est-à-dire que tu vas développer une simulation de film comme tu vas développer un jeu pour PC, admettons. Et à un moment, tu vas faire un portage sur une autre console. C'est-à-dire que l'autre console, si tu lui mets le jeu tel quel, elle n'arrive pas à le lire. Ça va être pareil pour un capteur de GFX. On n'est pas sur les mêmes matrices, on passe d'une matrice X-Trans à une matrice de Bayer. Il va falloir en fait lui donner la traduction pour avoir le même rendu de chaque côté. Il n'empêche que du coup, forcément, une simulation de film est développée pour un capteur en particulier, ce qu'on va ensuite porter. Et c'est pour ça que d'une génération, même au sein de la gamme X, les simulations de films qui sont d'abord développées sur un X-Trans 5, comme on a pu le voir au départ sur le Classic Chrome d'ailleurs par exemple, qui est sorti avec le X100F, si je dis pas de bêtises. Ouais. Il a fallu un petit peu de temps avant de réussir à l'intégrer sur un X-Trans 3 ou sur un X-Trans. Je suis même pas sûr qu'il soit arrivé jusqu'au X-Trans 2. Mais Non, mais le ça prend toujours un X100T, petit oui. peu de temps. On l'a vu sur le Realize finalement assez récemment, qu'on a mis un petit peu de temps à porter sur toute la 5e génération. Mais en fait, ouais, ça demande toujours un petit temps d'adaptation. On va développer une technologie, enfin un rendu chromatique qu'on va devoir porter sur une autre plateforme. Et comment ça se passe en vidéo? Est-ce qu'on peut les utiliser en dur, en vidéo? Est-ce qu'on peut les appeler sous la forme de LUT à partir d'un log? Est-ce que c'est aussi souple d'usage en photo qu'en vidéo? Alors, ça a été en fait l'intérêt de l'intégration de l'Ethernet dans la banque de simulation de films proposée aujourd'hui, c'était de dire si quelqu'un n'a pas forcément envie de filmer en log, l'Ethernet va vous permettre, par exemple, d'avoir un rendu déjà assez propre, assez plat, sur lequel vous n'avez plus qu'à faire un petit grading, sans avoir pour autant la dynamique d'un log ou d'une vidéo enregistrée en RAW. Ça, c'est sans équivoque.
Donc aujourd'hui, tu peux tout à fait te dire, voilà, j'ai juste un petit contenu à faire que j'ai envie de faire pour un film de vacances avec des potes, pour un contenu même pro, un peu, qu'importe, pour un client. Mais j'ai pas besoin de cette latitude de post-production. Donc je peux me permettre de filmer directement sur un format qui peut être un peu plus compressé, qui va prendre moins de place, en ayant déjà une colorimétrie qui est établie, qu'on va pouvoir retravailler légèrement derrière. Aujourd'hui, à ma connaissance, c'est pas intégré en tant que lutte, ce qui n'est c'est pas absolument pas impossible que ça arrive, particulièrement avec le développement de l'Eterna. Mais je pourrais pas m'avancer là-dessus, je pourrais pas m'engager là-dessus. Ça se fait à Mais la main. ça se fait très bien à la main. Il y a des gens qui bricolent très bien et qui proposent des luttes qui s'en approchent énormément. Mais aujourd'hui, c'est pas proposé directement par Fujifilm. Bon. Alors, maintenant, je vous propose qu'on écoute le témoignage d'un photographe qu'on connaît bien ici à Faut pas pousser les ISO et qui est un utilisateur régulier des simulations de films Fujifilm dans son travail, qui est aussi au passage ambassadeur historique de la marque. Il s'agit d'Éric Bouvet. On l'écoute. Alors, pourquoi j'utilise des simulations de films? Je vais être franc, c'est pour m'amuser. C'est pour le plaisir de retrouver le sens effectivement du film. Et c'est magique parce que on peut passer. J'aime bien effectivement ce Fuji classique chrome ou la Pro standard. Alors le nostalgique négatif un petit peu, mais l'Eterna c'est génial. L'Eterna Beach, c'est Bleach, pardon. C'est quand même assez spécial. Et puis, ça a été assez à la mode ces derniers temps. Il y avait pas mal qui faisaient ça en réduisant un peu le truc sur du news. Et ça m'a gêné un peu. Mais sinon, c'est quelque chose, si ça avait existé, je m'en serais servi, par exemple, au Burning Man, où j'ai simplement désaturé un peu parce que il y avait beaucoup de soleil et le sable blanc et il fallait faire, effectivement, trouver un moyen pour réduire un peu la luminosité. Et c'est ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui, j'utiliserai ça au Burning Man, par exemple. Et sinon, pour ma série, par exemple, sur les Français et Français, eh bien, oui, j'utilise souvent une simulation vraiment comme du négatif assez doux pour retrouver le sens le côté du film, puisque j'ai commencé ce sujet avec une 20-25 et du film couleur négatif. Et donc, le continuant en GFX, puisque c'est un travail qui aura 10 ans, j'en suis à la 7e année, bientôt 8e. Donc, il faut que je retrouve un petit peu la sensation du film au grand format et avec le GFX, on n'en est pas loin. Du film, alors évidemment, le pixel ne remplacera jamais le grain, on le sait, donc on se retrouve avec du gain, enfin bref, chacun appelle ça comme il veut, mais quoi qu'il en soit, l'aspect général, évidemment, si on se met sur Apple à faire du pomme plus jusqu'à 200%, on verra la différence, mais si on reste à des tailles raisonnables d'agrandissement, on se retrouve vraiment avec des sensations similaires au film argentique. Oui, et puis l'aspect est là. Je veux dire, l'Accro, c'est quand même un film assez mythique et c'est magique quand on utilise ce précepte. Et encore une fois, pareil, quand je redescends sur des films qui font du négatif, j'adore l'Eterna, qui a un aspect un petit peu film. Et puis bon, voilà, on va pas cacher, comme on dit, je suis pas tout jeune et j'ai les souvenirs du cinéma des années 60, 70 et voilà. Donc ça me touche de retrouver ces sensations. Je trouve que la photographie, c'est avant tout effectivement, voilà, quand on appuie sur le bouton, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, et ensuite, bon, bah, chacun est libre de faire ce qu'il veut, effectivement, de faire de la post-prod ou d'utiliser des préceptes comme moi. Donc là, la simulation de film, je trouve que ça le fait bien mieux que moi si j'essayais de le faire de mon côté en post-production. Donc pourquoi lutter contre la technologie et au contraire s'en servir comme il faut? C'est bien agréable, ça fait gagner du temps et j'ai pas ces connaissances-là, donc c'est parfait. Bon, c'est très abstrait finalement tout ça. On Ouais, mais comprend que ça il a dit va. quelque chose de très important Ouais. sur la fin de son intervention, c'est finalement chacun fait ce qu'il veut. Ouais, Et j'aime en bien fait, ça aussi. Fujifilm permet ça. Tu peux t'en servir comme tu veux de ton boîtier. Si tu veux faire que du JPEG, tu peux. Si tu veux faire que du RAW et faire une colorimétrie extrêmement poussée derrière, tu peux aussi. Si tu veux avoir une image standardisée qui va ressembler énormément à ce que tu peux retrouver sur les réseaux sociaux un petit peu partout, ou si tu veux avoir une image complètement unique, éthérée, expérimentale, tu peux tout à fait le faire au sein du boîtier.
Oui, puis si ça te fait un peu peur d'aller en post-prod, essayer de triturer des fichiers, d'essayer de retrouver quelque chose, Exactement. tu n'es pas sûr de le faire, au moins tu prends le risque de prendre un parti pris très assumé qui sera peut-être pas parfait, mais au moins tu y vas et tu le fais. Enfin, j'aime beaucoup son propos, mais on n'est pas surpris. On a consacré une longue émission au travail d'Éric dans notre format Au coin du feu, donc c'est toujours un Je pense plaisir qu'on pourrait de ouvrir l'écouter. un podcast juste sur la vie d'Éric et ses histoires. Il y a Oui, tellement complètement. de- Il a abordé Burning Man. Bon, on pourrait parler de ses photos à la chambre au sommet des cols alpins. Absolument, Enfin, ouais. c'est extraordinaire. Élévation, qui était magnifique, qui est sorti il y a 1 an et demi. Ouais. Alors, si on veut geeker encore plus, aller plus loin dans la personnalisation, dans la customisation, on l'a déjà un peu évoqué, hein, puis j'ai cru comprendre que Julien et Jules, vous utilisiez ces options. Fujifilm propose de personnaliser ses propres rendus de simulation de film. On a accès à un certain nombre de paramètres. Est-ce que, Jules, tu peux nous parler un peu de ces paramètres et comment ils s'utilisent, à quoi ça sert d'aller encore plus loin dans la personnalisation du rendu? La façon dont j'aime bien l'aborder, c'est d'imaginer qu'en fait, on a notre logiciel de post-production dans notre boîtier avant même de faire la photo. C'est-à-dire que tu vas pouvoir appliquer, tout comme aujourd'hui, si tu es en shoot dans un studio, tu shootes en connecté sur Capture One, sur Lightroom, tu vas déjà pouvoir, au moment où ta photo va monter sur ton serveur ou sur ton ordinateur, tu vas pouvoir appliquer un preset colorimétrique qui est propre à la demande de ton client. Chez Fuji, tu vas pouvoir en fait appliquer un profil colorimétrique qui t'est propre avant même de déclencher et du coup de toujours avoir un rendu qui te plaît. Ça va passer par plein de petits réglages que sont une dérive de magenta ou de vert sur ta balance des blancs, des ombres un petit peu plus marquées, des hautes lumières un petit peu atténuées, un grain plus ou moins gros. C'est tu peux faire énormément de petits éléments qui, brique après brique, vont te permettre de construire une image qui t'appartient finalement. Oui, et ce, même si tu as bossé en RAW sur ton boîtier, tu peux a posteriori générer Tu peux tout un à fait le faire JPEG après. depuis le boîtier avec des simulations de films que tu vas personnaliser. Donc en fait, tu peux même passer du temps à faire de la post-prod sur ton boîtier, quoi. Bien sûr. C'est peut-être même la chose que je recommande à tout le monde quand vous recevez un boîtier Fujifilm pour la première fois. Passez une fois un petit peu de temps dans le menu pour vraiment personnaliser votre appareil et vos images comme vous l'entendez. Et ensuite, finalement, avec le menu Q, vous aurez quasiment plus jamais besoin d'y aller. Mais j'ai même vu qu'il y avait des sites spécialisés, alors on va pas les nommer évidemment, mais Avec des recettes. qui proposent des recettes et puis il y a une espèce de pas à pas. Alors ce paramètre-là, tu mets plus 3 points, là tu mets Mhm. moins 2, nanani, nanana. Dadam Coke. C'est Il y a même plus que des sites, c'est, je le disais, il y a eu un phénomène simulation de films sur les réseaux sociaux en 2020. Moi, je vois un phénomène de recettes en ce moment, de contenus qui font des dizaines de millions de vues sur la bonne recette à avoir parce que, en fait, on va pouvoir reproduire tel look. On vous montre une photo, on dit tu veux faire ce look-là, mais tu peux le faire sans retouche dans ton appareil photo. Voilà, tu mets 3 points de grain, tu mets 2 points de rouge dans les ombres, tu bouges ci, tu bouges ça, et en fait, bah, t'as ta recette secrète, quoi. Et en fait, moi, je trouve ça fantastique, en fait, pour le grand public. En fait, un peu comme le disait Eric, chacun de pouvoir venir interpréter son image comme on le veut, comme ça correspond à chaque personne. On est dans l'ultra personnalisation. Et puis c'est très facile d'accès. Tu l'enregistres dans les menus C du boîtier. Ça peut être un XM5, Maxime en parlait tout à l'heure, ça peut être un X100. Moi, je plaide coupable, je le fais dans mon X105. J'ai toute une liste de recettes comme ça, il y en a 7 au total. Tu peux les nommer, donc retrouver tout à un fait. rendu de film qui t'a beaucoup plu. Et tu y accèdes comme ça très rapidement via la touche Q aussi. Donc c'est intuitif, instinctif, c'est ludique. Pourquoi s'en priver? Et puis on pourrait presque pousser la pédagogie encore un cran au-dessus en arrêtant de parler de simulation de film et en proposant ces fameuses recettes pour simuler le rendu de grands photographes directement, le mode Salgado, le mode Cartier-Bresson. Pourquoi pas, Mais après bien tout? sûr. Mais il y a- Ça revient à faire ça. Ouais. Certaines pellicules célèbres font écho aux travaux de certains photographes. Je pense à McCurry, tu cites Salgado. Ouais, il y a des titres de recettes qui vont super loin. Moi, je vois même des recettes Damien Chazelle dans son look sur certains films. Du Franchement. La La Land ou du Babylone. Mais ouais, tout à fait, ouais. Pourquoi pas? Ouais. Et, Un Jean-Pierre Jeunet, c'est pas compliqué. La Cité des Enfants Perdus, c'est un peu vert quand même.
Alors, pour terminer, j'aimerais bien qu'on dise quand même aussi un mot sur les pellicules, les argentiques, les vrais, qui sont toujours proposés par Fujifilm. Alors, la gamme a naturellement été énormément réduite, les prix se sont quelque peu envolés, mais on retrouve encore sur le marché français, parce que c'est pas forcément la même chose auquel on a accès en France qu'en Europe et que dans d'autres régions du monde, des références en négatif couleur C41, ainsi que des films inversibles en E6 et dans plusieurs formats. Heu, Jules, du coup, est-ce que tu peux nous faire un petit, état des lieux de l'offre, Fuji en matière de pellicules, de films argentiques? Si je dis pas de bêtises, en négatif, on a encore de la Superia 200 ou 400 en 35 mm. Mmh. On va retrouver encore un petit peu de Velvia 50, de Provia 100, en 35 mm ou en 120, et encore un petit peu de plan film qui devient de plus en plus compliqué à trouver en Provia 100 également. À ma connaissance, on a un petit peu fait le tour. Après, il faut jamais oublier que finalement la gamme Instax reste une gamme de photos argentiques. Ah! Complètement. Je suis pas spécialiste du sujet non plus, mais en fait, le premier retour argentique que tout le monde connaît, c'est la photo instantanée. Julien, toi, tu fais encore un peu, l'argentique? Bah, en fait, plus tellement que ça. J'ai eu un dernier voyage test qui m'a refroidi. Je suis parti au Maroc avec un Contax T2 et, OK. et avec, C'est un beau boîtier ça, le avec, Contax T2 avec, là. quand même, Superbe. avec quand même un super boîtier. Je suis parti avec mon Contax T2 et je suis parti avec mon XT5 sur lequel j'avais un 35 mm. Et en fait, je suis revenu du voyage et je voulais avoir un peu la même expérience argentique avec mon numérique en disant, bon, je fais développer, je récupère tout en même temps et j'ouvre tout. J'ouvre mon numérique, j'ouvre mon argentique, je regarde. Et en fait, je pense que je maîtrise, je pense, tellement ce que je fais de mon RAW aujourd'hui que mon rendu post-prod RAW, en passant, comme je l'expliquais, avec mon process, avec même les simulations de films, bah, finalement, j'arrive pas sur l'argentique à reproduire ça, quoi. Finalement, ce qui me reste de l'argentique et ce que j'aime, c'est pas voir la photo tout de suite, mais finalement, je le fais parfois avec le numérique dans cette démarche-là. Donc, je m'y retrouve plus, tout simplement. Ah, c'est intéressant. T'avais quelle optique avec le Contax? Le 28? Ouais, exactement. Je suis avec le 28 sur le Contax. Mais, et franchement, je shoot de manière très simple. Quand je pars comme ça, je suis en bandoulière. Donc, j'avais mes deux bandoulières, ma bandoulière Contax et ma bandoulière XT5. Et je le glissais aussi vite l'un que l'autre. Et j'essayais de faire vraiment quasiment du 50-50. J'aime vraiment pas mes photos Contax. Mais je vais vous dire un truc. Mais c'est réel. Je l'ai vendu revendu en une trois. semaine après. Ah oui. C'est-à-dire que je l'ai acheté. Il est dur à trouver, hein, pourtant. Ouais, je l'avais en gold. Super beau. Vraiment super Tu l'as beau. vendu très vite, je pense. Je l'ai vendu vraiment très vite. Mais, et en plus de ça, j'avais emmené de la Superia que tu n'as pas citée, de la 800, qui était en plus historiquement vraiment le film avec lequel j'ai été le plus à l'aise. Mais juste mes images dans le rendu, c'est ce que je fais sur mes RAW. Après, en plus, tout de suite, j'avais déjà mes recettes qui étaient dans mon XT5. Donc, j'ai mes recettes, je maîtrise vraiment davantage mon rendu, quoi. Donc, vraiment, c'était ma dernière expérience argentique et j'ai pas spécialement envie d'y retourner. Bon, eh ben, on va conclure sur ces mots. Merci Jules, merci Julien pour toutes ces explications. On passe au débrief. Nous sommes toujours avec Jules Azélie de Fujifilm France, qui est accompagné du photographe Julien Rocheblave, ambassadeur de la marque, pour parler des simulations de films Fujifilm. Jules, Julien, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi, Jules. Pourquoi 2024 a été une année un peu spéciale pour Fujifilm? 2024, c'était un très gros anniversaire. C'était la 90e année de l'existence de Fujifilm, ce qui nous a permis en fait de remettre l'accent sur l'histoire de la marque et l'héritage qu'on porte encore aujourd'hui. Et en termes de sortie produit, il y a eu un petit truc. Il s'est passé quelques plus trucs. dans la gamme. Il y a quelques petits boîtiers qu'on attendait un petit peu, que ce soit la nouvelle génération de GFX, avec le GFX 100S2, que ce soit le X106, qui évidemment fait encore des émules aujourd'hui, que
ce soit avec des optiques que tout le monde a tenté, c'est-à-dire des très longues focales comme les 500 mm, et des boîtiers en fait qui permettent de s'ouvrir au grand public un peu plus aisément avec le XM5 par exemple. Euh, Justement, ce XM5, comment vous l'avez pensé pour ces nouveaux utilisateurs d'hybrides qui, j'imagine, ont simplement une expérience au smartphone? Le XM5 avait vraiment plusieurs vocations, c'est-à-dire de proposer le boîtier le plus compact de la gamme, tout d'abord. C'est-à-dire que c'est vraiment un boîtier qui est minuscule. Une fois qu'on a entre les mains, on s'en rend compte, c'est tout léger, c'est tout petit. C'est assez discret. On garde quand même les looks rétro qui sont propres à Fujifilm et qui plaisent énormément, qui incitent les utilisateurs de téléphone à revenir aussi à cet objet photographique dont on a beaucoup parlé. Et également à proposer des specs, en fait, des specs techniques dans un boîtier d'entrée de gamme qui sont extrêmement rares, voire inexistantes sur le marché, tout en s'adressant autant à un photographe qui a envie de quitter son téléphone pour acheter un premier appareil photo, qu'à un vidéaste qui a besoin d'une caméra B ou qui a envie de faire du vlog de façon autonome. C'est un boîtier qui s'y prête totalement avec des specs qu'on trouve d'habitude sur du haut de gamme, comme du 6K en open gate, à ma connaissance, à moins de 1000 euros, ça n'existe nulle part ailleurs. Et un attribut assez unique qui est cette molette d'accès direct Et cette molette aux qui simulations de effectivement, film, qu'on qui retrouve, nous ramène au sujet de l'émission. qu'on retrouve sur le XT50, mais qui existe aujourd'hui sur le XM5, qui existera peut-être sur d'autres boîtiers à l'avenir, qui rappelle encore une fois tout ce pan d'histoire qui est propre à Fujifilm. Est-ce que lorsqu'il sort le XM5, vous vous dites, en fait, on va aussi pouvoir le proposer un peu en option avec le 27 mm pancake, en disant, tu prends un XM5, tu prends un 27 mm pancake et tu as cette fameuse molette simulation de film, bah, finalement, tu as quand même un produit qui se rapproche du X105, 106, qui vient proposer une alternative parce qu'on sait que c'est un produit qui connaît un succès énorme. Et en plus de ça, ça te permet de repositionner sur peut-être un parcours photographique plus long, là où j'ai l'impression que le X105 et le X106, tu as vraiment deux types de profils qui vont le chercher, tu vois. Tu as le profil photographe aguerri qui a son deuxième boîtier un peu quotidien, et tu as le très grand public qui est sa boîte à souvenirs un peu magique quotidienne. Bah, finalement, avec le XM5 et pour l'instant ton seul pancake est ton 27 mm, bah, tu dis, bon, bah, j'ai cette alternative-là aussi. Et Euh, bam, un petit plan marketing. Ouais, alors. Moi, je suis en train de le tester, le XM5. La première chose que j'ai faite, j'ai demandé le pancake en prêt aussi, le Ouais. 27 mm, qui équivaut à un 40 mm en 24-36. Et Exactement. je l'ai mis sur le boîtier en laissant le zoom de côté. Et bah, Je finalement, prolonge la question de tu Julie. peux tout à fait le mettre dans ta poche une fois que tu as fait ce combo-là. Oui et non. Parce que pour moi, c'est très compliqué de décorréler le X106 de son double viseur, alors que le XM5 n'a aucun viseur. Donc oui, dans l'aspect compacité, dans l'aspect facilitation de la création d'images grâce aux simulations de films et à tous ces profils-là, non dans l'utilisation et dans l'apprentissage de la façon de cadrer comme à l'ancienne, c'est-à-dire à travers un viseur. Le XM5 ne permet pas forcément ça. C'est quelque chose où, dans l'histoire de la gamme X, c'est peut-être quelque chose qu'on a plus retrouvé sur la gamme XE. Je pense au XE4 ou quand le XE105 a été pénurique partout, il y a énormément de gens qui ont cherché ce combo justement XE4 plus pancake. Le XE5 n'est pas encore là, il n'est pas encore annoncé, je ne sais pas quand il arrivera. Ce qui est sûr, c'est que le Japon a déclaré qu'aucune des gammes n'était arrêtée. Donc c'est pas du tout improbable qu'on voit apparaître ce renouvellement de la gamme XE. Et pour finir, on l'a vu avec ce XM5 qui succède au XM1. Ouais, Réellement, alors hein. pareil, Ça les date de dénominations. quelques années. Donc, Ouais, les dénominations du Japon, j'y ai pas accès. Est-ce que c'est un XM5 pour faire référence à la 5e génération? Probablement, mais encore une fois, je pourrais pas le garantir. Bon. Julien, est-ce que tu peux nous raconter brièvement ton histoire avec Fujifilm et quel type de matériel tu utilises aujourd'hui? Bah, l'histoire avec Fujifilm, c'est que c'est une histoire d'amour. Je suis tombé amoureux. J'ai, pour mes 20 ans, un XT10. J'étais fou, à la fois du look, du rendu des images. Je suis monté en gamme. Je suis allé sur XT2, XT4, XT5, X Pro 3. Et finalement, j'ai jamais réussi à faire le retour en arrière ou ailleurs parce que j'y trouvais tout. Et puis, sur ces 2 dernières années, en fait, les simulations de films, elles ont accéléré mon processus de post-prod. Accéléré dans la manière dont je traite mes fichiers parce que je sais déjà, en fait, ma base de travail, que c'est une simulation de film, que c'est du classic Chrome. Et en plus, je vais même dire en live action, en shoot,
parce que j'ai mes recettes intégrées directement sur mon boîtier. Et là, c'est vraiment c'est l'autoroute du kiff, quoi. Jules, c'est quoi l'histoire des simulations de films dans les boîtiers Fujifilm? L'histoire des simulations de films, du coup, on commence, comme tu le disais, avec les prémices en 2004 sur des FinePix, tout simplement. Et en fait, tout ça va prendre son envol en 2011 avec l'arrivée de la Gamme X, du capteur X-Trans, et du coup, tout le travail pour, encore une fois, porter l'héritage du savoir-faire Fujifilm depuis 90 ans, à travers des appareils qui restent à la pointe de la technologie, mais vraiment tout en restant dans un esprit de vulgarisation et de facilitation de la création d'images. Julien, tes 2 simulations de films préférées? Classic Rome, il faut l'essayer. Et alors, c'est pas que moi qui vous le dis, Eric Bouvet vous le dit aussi. Cette caution. Quelle merveilleuse référence intergénérationnelle. On approuve. Ouais, donc faites-le. Et après, vraiment, Classic Neg, essayez-le pour ce qui va vous apporter sur ces teintes dans les hautes lumières et dans les ombres. Je trouve qu'on a déjà, mais vraiment, on a déjà un rendu colorimétrique qui est tellement intéressant. On a presque plus envie de le toucher, quoi. Il est hyper bien équilibré. Je le trouve très beau. Jules, en quoi les simulations de films font partie de l'expérience photographique globale pensée et proposée par Fujifilm sur ces appareils? Finalement, on retrouve une forme de cohérence dans toute la gamme Fujifilm, du côté vintage de l'objet, de ce retour de l'utilisateur à l'objet photographique, au déclenchement et au cadre à proprement parler. Et finalement, les simulations de films sont un petit peu l'aboutissement de tout ça, dans le sens un relent de nostalgie, mais à travers la technologie, et pour permettre finalement à chaque utilisateur de personnaliser et de retrouver ce qu'il cherche exactement dans la photographie. Julien, comment ça se passe, les simulations de films, concrètement dans un boîtier? Ça fonctionne en JPEG, en RAW, en vidéo? Comment ça se passe? Concrètement, la simulation de film, elle vient s'appliquer sur le JPEG. Donc, on prend la photo, on sort le JPEG, et sur le JPEG, on va retrouver ça. Aujourd'hui, le RAW, c'est juste une matrice d'étalonnage de post-production. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est récupérer via les métadonnées du RAW les informations concernant la simulation de film et venir aussi les appliquer en post-production. Ça, c'est pour le RAW, le JPEG. Et ensuite, de la même manière en vidéo, on peut lancer la vidéo sur notre simulation de film. Et tout comme sur le RAW, donc en vidéo, ça s'appelle le log, on va pouvoir récupérer notre log et sur notre log, s'amuser à réappliquer en post-production les simulations de film. Et je compléterai en disant, comme on l'a dit pendant l'émission aussi, qu'on peut développer les RAW avec des simulations de films dans le boîtier. Si on veut aller plus loin, encore plus loin dans la personnalisation du rendu de ces images, Jules, il y a un système de recettes et on peut intervenir sur les simulations de films sur un certain nombre de paramètres. Ouais, tout à fait. On peut intervenir tout simplement sur la température de couleur, une dérive colorimétrique, rajouter un petit peu de détails, modifier un petit peu ses contrastes. Et j'invite tout le monde à regarder par exemple le travail de Gabriel Rip aujourd'hui, qui ne fonctionne quasiment plus qu'avec ses simulations de films et qui s'est vraiment créé son look. C'est-à-dire qu'il n'a pas suivi une recette qu'il a trouvée sur Internet. Il a joué avec ses réglages de façon complètement autonome et autodidacte pour réussir à avoir un rendu qui lui est vraiment propre et qui est très très chouette. Tu appelles le nom comment? Gabriel Rip, R-I-2-P-E. Et enfin, si malgré la merveilleuse invention qu'a été les simulations de films proposées par Fujifilm, on préfère faire de la photographie argentique, est-ce qu'on trouve encore des films argentiques Fujifilm? On en trouve encore et toujours sur une gamme de pellicules en 35 mm et en 120. Mais surtout, c'est une très belle ouverture pour parler de la photo instantanée. Il faut absolument regarder ce qui se passe chez Instax en ce moment. Allez, on conclut là-dessus. Merci beaucoup. On passe à la dernière partie de cette émission avec le traditionnel quiz. Messieurs, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Oui. Ça a l'air assez clair. Moi, j'étais nul à l'école, je préviens. Alors, on y va. Première question pour toi, Jules, qui nous vient de Rofoto64.
Peut-on créer des simulations de films aussi poussées dans les réglages sur la série X que sur la série GFX? Sur les dernières générations, absolument aucun souci. Tu vas retrouver exactement les mêmes fonctionnalités de paramétrage, que ce soit en X ou en GFX. On ne peut-être pas préciser pendant l'émission que les simulations de films sont propres à des couples capteurs-processeurs. C'est-à-dire que certaines générations n'y auront plus accès. Peut-être si quelqu'un possède un X100T, il n'aura aujourd'hui pas accès aux dernières générations Absolument. de simulations de films. Pour des questions de capacité du capteur et surtout de puissance du processeur en général. Parfait. Deuxième question, toujours pour toi, Jules, qui nous vient d'un certain Barthélemy Charrier. Pensez-vous qu'il sera possible d'exporter les simulations custom en profil log très bientôt? Joker. Je peux pas m'engager là-dessus, je n'en sais rien pour le moment. L'idée, ce serait de récupérer des espèces de luttes en vidéo qui reprennent les rendus qu'on retrouve en problématique photo. de ça voudrait dire qu'on devrait ouvrir en fait les process de travail qu'on a pour recréer ces colorimétries aux constructeurs de logiciels, ce qui n'est pas évident d'un point de vue industriel. Ah, ok. Affaire à suivre peut-être. Troisième question pour toi, Julien, qui nous vient d'un dénommé Bernard. Les simulations de films issues d'un capteur X-Trans sont-elles différentes de celles issues d'un capteur à matrice de Bayer? Et bonsoir. Salut Bernard. Merci pour ta question, Bernard. Ça fait vraiment plaisir. J'ai pas la réponse. Pas du tout. Tu as le droit d'appeler un ami à l'aide. À son secours. Clic. Allô Jules. J'ai une question hyper technique là sur Bayern Munich. Ah non, c'est pas ça, pardon. Non, alors effectivement, on va développer une simulation de film sur une matrice de capteur, qu'elle soit X-Trans ou Bayer, et ensuite on fait un portage. Donc au final, dans ton utilisation, tu retrouves exactement le même rendu. Ok. Quatrième question pour toi, Julien. J'espère que tu vas pouvoir répondre. Celle-là, elle nous vient de Voodoo Child 46. Je suis possesseur d'un XT3. N'y a-t-il pas un moyen d'accéder au dernier mode de simulation de film sur ce boîtier? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que sur ton capteur, il y a des simulations de films qui n'ont pas été pensées pour celui-là. Après, tu peux faire plusieurs choses. La première, c'est en interne, essayer de reproduire tes simulations de films. Les recettes? Ouais, tu peux faire tes propres recettes en interne et tu vas essayer de récupérer ça. Et la deuxième, c'est espérer qu'on a une petite mise à jour qui sorte côté Fujifilm pour te permettre d'avoir accès aux dernières simulations de films. Jules, mise à jour? Mise à jour, j'encourage tout le monde à mettre à jour ses boîtiers tout le temps. C'est pas la question. Ah, mise à jour, est-ce qu'elle va arriver ou non? Ouais. Je ne sais pas. Sur XT3, c'est peu probable. Ça, on peut s'engager. Par contre, de voir arriver des simulations de films de ruisseler d'une génération vers une génération en dessous, souvent ça se produit. Ouais. XT3, ça paraît un petit peu loin maintenant. Mais on va pas non plus tirer un trait définitif parce que Fujifilm nous a souvent habitués au meilleur sur les mises à jour, en tout cas. Et pour terminer, une question de mes soins. Une question qui tue. Question qui s'adresse à tous les deux, évidemment. S'il ne devait rester qu'une seule et unique simulation de film jusqu'à la fin de votre carrière, laquelle et pourquoi? Julien. Provia. Parce qu'en fait, c'est la plus simple. Ça va vite. Il faut que ce soit Provia. Parce qu'en fait, il faut que s'il en reste qu'une seule, tu puisses t'approprier tout seul tes propres simulations, que tu puisses en faire le plus, que tu puisses faire de la post-prod. Donc, il faut garder la plus simple. Parce que comme ça, toi, tu iras t'exprimer le plus possible. Ouais, pas très risqué tout ça. Jules? J'ai le droit de dissocier couleur et noir et blanc? Non. Classique Chrome dans ce cas, parce que Éric Bouvet dirait tu fais ce que tu veux. Tout à fait. Classique Chrome. Classique Chrome. Ça marche. Merci, merci à vous deux. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Jules et Julien, merci beaucoup d'avoir
accepté cette invitation, d'être venu dans notre studio pour nous parler, Jules, de cette incroyable technologie des simulations de films proposées par Fujifilm et Julien de partager ton expérience avec cette technologie-là. Au niveau des actualités du moment, Jules, qu'est-ce qui se passe pour Fujifilm en ce moment? Soyez très attentifs au 20 mars. Il va se passer de très belles choses. Et effectivement, de manière générale, tout au long de l'année, tout le reste de l'année 2025, on va avoir beaucoup d'événements en France et à l'international sur lesquels vous êtes très régulièrement conviés. Venez nous rencontrer, venez prendre en main les boîtiers, venez shooter avec nous, suivez le travail de nos ambassadeurs, il se passe des choses assez formidables. Ok, merci beaucoup Jules. Julien, toi, ton actualité du moment? En train de concrétiser une série photo qui sera sur papier et encadrée et sur livre en septembre. On croise les doigts. Ok, bon, c'est cool. Merci à vous deux une nouvelle fois. Merci à vous. Merci. Voilà pour cette émission spéciale dédiée aux simulations de films Fujifilm. On vous donne rendez-vous dès jeudi prochain pour la première émission au coin du feu de la saison 10 du podcast, en présence de la photographe de sport Pauline Ballet. Merci à tous de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et à jeudi prochain. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.